Voilà, c'est un autre communiqué de leurs avocats, justement. On en a un autre, hein. C'est un autre communiqué de leurs avocats. On en a parlé, on l'a évoqué depuis le début de cette émission. Jacques Léo Aleno. Pendant ce temps, pourquoi pas, il y a le ministère de la Justice sur le cas Fonikè qui s'est trouvé un coupable tout trouvé, le chef de la greffe de la cour d'appel. Finalement. Nous avons vu ça venir. Depuis la dernière fois, on a dit ben, c'est le chef de greffe qui n'a pas transmis le document. Et donc, je crois, le ministre de la Justice veut donc le sanctionner pour ne l'avoir pas fait. Mais il y a quand même des incohérences que nous avons notées la dernière fois. Il faudrait bien que nous revenions là-dessus. En plus d'autres éléments qu'on a pu obtenir ces dernières 48 heures autour du même dossier. D'abord, il est bien clair que c'est le parquet qui avait demandé de confirmer la décision du juge d'instruction de Dixine. Ce qui veut donc dire que le parquet avait voulu qu'on retire les charges criminelles qui avaient été retenues contre Fonikè Menguè et compagnie. Le parquet a donc été suivi. Ce qui veut donc dire que le parquet ne peut pas se pourvoir en cassation alors que ce qu'il a demandé à la chambre de contrôle de la cour d'appel, c'est ce qui a été fait. Ouais. Le 25 novembre. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un faites ça et puis il le fait, vous dites mais vous n'êtes pas d'accord. Ça, il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique. Alors, les informations que nous avons obtenues les dernières 48 heures nous disent que la décision d'aller vers la Cour suprême ne serait pas venue du parquet général. Et c'est logique. Et alors, si ce n'est pas venu du parquet général, alors c'est venu de qui? Pourquoi? Parce que le parquet ne peut pas dire, bon, j'ai relevé appel, ou alors j'ai saisi la Cour suprême. Oui. D'autant plus que c'est lui-même qui a dit, il faut confirmer la décision du tribunal de première instance. Donc, je pense que de bon droit, on aurait pu, n'est-ce pas, s'arrêter là. Et d'ailleurs, d'autres informations disent que non seulement le parquet n'avait pas la volonté de saisir la Cour suprême, mais elle avait même ramené le dossier au tribunal de première instance de Dixine pour que les Fonikè Menguè puissent être entendus sur d'autres charges, donc notamment les charges d'attroupement interdit, puisque ce sont eux qui ont appelé à la manifestation, mais les charges criminelles comme les incendies, les bastonnades, etc., étaient retirées. Ce qui voudrait dire, puisque je dois me rappeler que c'est le 17 novembre que finalement le travail va être fait par le parquet et le 25 la décision va être prise par le contrôle, qui voudrait dire qu'au début décembre tout au moins on aurait pu avoir, n'est-ce pas, ce procès. En clair, le dossier n'aurait jamais dû être envoyé à la Cour suprême. Non seulement ça n'aurait pas dû être envoyé, mais nous apprenons que le dossier avait été ramené au tribunal de première instance de Dixine. Et pour plusieurs jours. Et finalement, on apprend que ça a disparu. Ça, ce qui se passe là, ça a tout simplement disparu. C'est une manœuvre dilatoire. Moi, je pense que c'est juste retardé. Il y a quelque chose de plus grave que le dilatoire. Je crois que le dilatoire peut s'expliquer. Mais ce qui se passe là, c'est plus que du dilatoire. Des dossiers qui ne retournent pas. Voilà ce qu'on va faire. Parce que nous, au-delà de la déclaration, on a quand même fouillé. Jacques a déjà commencé à en lâcher quelques éléments. Alors, on va écouter l'avocat et on va revenir. Maître Salifou Béavogui est justement en ligne. Bonjour, maître. Oui, bonjour. Voilà. Bonjour à vous, bonjour à vos auditeurs. Merci de vous prêter à nos questions ce matin sur le cas Fonikè Menguè et autres. Allez-y, Mohamed Mara. Maître Salifou Béavogui, on apprend donc à travers cette sortie récente de votre pôle que finalement le parquet a décidé de saisir à nouveau la Cour suprême pour se pourvoir en cassation. Nous sommes étonnés puisque en droit les délais sont extrêmement importants. Dites-nous qu'est-ce qui explique ce revirement
Alors qu'il n'y a pas encore 2 semaines, le procureur, quand on a fait des révélations ici, le procureur général nous avait dit que le dossier allait être retourné au TPI de Dixine pour être jugé. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je vous remercie. Effectivement, ce dossier est un dossier qui m'étonne beaucoup, vu la tournure que finalement le dossier prend. Ça devient comme un ballon, on joue de gauche à droite. Tantôt on est en première instance, tantôt on est à la cour d'appel, tantôt on est à la Cour suprême. Finalement, tout cela joue contre nos clients qui sont privés de leur liberté. Voilà 10 mois. Plutôt 10 mois. En réalité, tout est parti du 1er août 2022. Ils ont été brutalement arrêtés, conduits au tribunal de première instance et poursuivis pour plusieurs infractions. Le doyen des juges, après instruction, a écarté toutes les infractions criminelles et n'avait maintenu que les infractions correctionnelles et même de contravention de 5e classe. Donc en réalité, la peine maximale ne dépasse pas 6 mois. Donc j'aurais même pu être libéré si les faits n'étaient pas établis. Même établis, il n'aurait pas pu faire plus de 6 mois. Plus comment le parquet fait appel, le parquet d'instance. Là, la cour d'appel confirme. Le dossier retourne au tribunal de première instance par un soit transmis régulier du parquet général pour ouverture du procès. Ça, c'était le 25 novembre 2022. Donc, pendant qu'on s'attendait à l'ouverture du procès, nous apprenons subitement que le parquet général est pourvu en cassation. Le dossier remonte à la Cour suprême sans le pourvoi du parquet. Le dossier est resté pendant 6 mois. Pendant plus, 60 jours, 2 mois, sans que la lettre de pourvoi du procureur général ne soit dans le dossier. Et tous les jours, nous avons alerté les autorités judiciaires sur l'injustice et l'arbitraire dont nos clients sont victimes, les défauts d'ouverture du procès. Le dossier est resté comme ça. D'un seul jour, on se rend compte qu'il n'existe pas le pourvoi du parquet général. Donc, le chef de greffe retourne le dossier de la Cour suprême, au chef de greffe de la Cour d'appel pour défaut de pourvoi. Juridiquement, le défaut de pourvoi signifie que la Cour suprême n'est pas saisie. Donc, nous étions plus ou moins satisfaits et on estimait enfin voir le bout du tunnel pour qu'il y ait un procès. Le dossier revient. Je pense que le greffe de la Cour d'appel regarde dans son tiroir, par-ci par-là, retrouve finalement une simple lettre déposée depuis le 26 novembre 2022 et un acte de pourvoi date du 5 novembre 2022. Et puis voilà, le dossier remonte à la Cour suprême encore, comme si c'était des colis qui étaient en prison. Bon, nous sommes repartis à la Cour suprême pour combien de mois? Point d'interrogation. Pendant ce temps, nos clients... Justement, donc, ma question se situe... Maître, si on peut discuter, ma question se situe à ce niveau. De quel délai disposait le parquet général pour se pourvoir en cassation? Bien. Quand un arrêt intervient devant la chambre de contrôle de l'instruction, un arrêt contradictoire, toutes les parties ont 6 jours pour exercer le pourvoi en cassation. Donc, l'arrêt de la chambre de contrôle de l'instruction est intervenu le 25 novembre 2022. 25 novembre 2022, le 26 novembre, il semblerait que le parquet général avait saisi le chef de greffe d'une demande, d'une déclaration de pourvoi. Bon, évidemment, cette déclaration de pourvoi devait être signifiée non seulement au conseil que nous sommes, également à nos clients qui se trouvent effectivement en détention. C'est la loi qui le dit, sinon ce n'est pas un pourvoi en soi. Mais c'est une simple lettre qui a été déposée, évidemment le 26 novembre 2022, donc à peu près dans le délai, mais la suite aurait été que ce pourvoi soit notifié. Maître. Maître Béavogué, je vais vous le dire clairement. Permets Mara, s'il te plaît. Alors, maître, finalement, est-ce que
est-ce qu'il n'est pas possible que ces documents que vous évoquez aient été simplement antédatés? Parce qu'il y a ce moment où le dossier va au tribunal de première instance de Dixine, le jugement en est fait finalement. À quel moment ça revient pour qu'à la date du 26, le pourvoi ait été formulé? Maître, comprenez bien notre curiosité, Maître Béavogué, comprenez bien notre curiosité. Nous soupçonnons vraiment qu'on soit en face d'un faux document. On va vous le dire clairement. L'ordonnance, plutôt la décision, l'arrêt est pris le 25. Nous sommes d'accord. Mais aujourd'hui, on nous sort un acte de pourvoi qui daterait de 26. Sauf que vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne s'était pas consulté et nos informations sont donc corroborées par vous. Le dossier, après avis technique du parquet, lorsque la décision est tombée, le dossier avait été déjà ramené au TPI de Dixine. Comment est-ce qu'un dossier envoyé à Dixine pour jugement déjà peut faire l'objet d'une cassation déjà le lendemain? C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Le dossier est allé à Dixine, à quelle date? Et aujourd'hui, on nous présente un document qui aurait été émis le 26. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, est-ce que c'est seulement le parquet qui devait recevoir et la Cour suprême ces dossiers, ou bien vous-même, vous auriez dû, notamment avec vos clients, être également notifié de cette décision? Allez-y, maître. Je vous remercie. Le 25 novembre 2022, la Chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry a confirmé l'ordonnance du doyen des juges. Conformément aux dispositions de l'article 124 de la loi sur la Cour suprême, toutes les parties avaient 6 jours pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt. Mais je vous indique qu'au cours du procès, le parquet lui-même avait requis, en un mot, la confirmation de l'ordonnance du doyen des juges. Donc, la Chambre de compte de la Cour n'avait fait que suivre les réquisitions du procureur général. C'est pourquoi, dès qu'il y a eu la décision le 25, le 28 par courrier en date du 28/11/2022, sous le numéro 181, le dossier a été immédiatement transmis au greffe du tribunal, au parquet de Dixine pour ouverture du procès. Donc, le parquet général avait retourné le dossier avec l'arrêt en vue d'ouvrir le procès. Et le courrier, c'était le 1373 du 28/11/2022. Donc, le dossier est effectivement arrivé au TPI de Dixine. Nous en avons profité, nous avons écrit 2 ou 3 courriers pour solliciter l'ouverture du procès. Lorsque nous avons intensifié nos demandes, automatiquement nous avons appris que le dossier doit repartir à la Cour d'appel parce que le parquet général aurait fait un pourvoi en cassation. Or, ce pourvoi en cassation, en application de l'article 131 de la loi sur la Cour suprême, devait être notifié à toutes les parties dans le délai requis pour que nous soyons au même niveau d'information. Donc c'était surprenant pour nous. Néanmoins, si tel est le cas, le chef de greffe de la Cour d'appel n'avait que mettre le dossier Maître, je pense qu'il faut oser dire les choses. Est-il possible que dans le cas d'espèce, expliquez-nous la logique qu'il y a dedans, que le dossier soit au même moment, le même jour pour jugement, et le même jour on dit bon, un même dossier on dit allez-y juger, mais après on fait un pourvoi. Est-ce que techniquement c'est possible? D'ailleurs, est-ce que c'est logique? Vous savez, le parquet aurait dû attendre que les 6 jours passent avant de transmettre le dossier au tribunal de première instance de Dixine pour jugement. Mais si le parquet lui-même, à la date du 28/11/2022, alors qu'un arrêt était intervenu le 25 novembre 2022, transmet de lui-même par un courrier officiel de transmission le dossier au parquet d'instance, dans notre esprit, le parquet a dénoncé au pourvoi et on partait immédiatement vers un procès. Alors, maître, vous permettez cette question. Maître, à vous écouter, donc vous êtes en train de dire, parce que si vous dites que le parquet général lui-même avait ramené,
Est-ce que vous êtes en train de dire finalement qu'il y aurait une main noire derrière ce qui s'est passé pour essayer qui tire les ficelles par rapport à ce qui est en train de se passer? Ou que le parquet a peut-être reçu un ordre formel de revenir sur sa décision de ne pas se pourvoir en cassation. Allez-y, maître. Vous savez, dans ce genre de dossier, il ne faut se prononcer que sur ce qui est concret, ce qu'on voit en face. Nous, en tant que collectif d'avocats, nous nous sommes dit hier qui n'a pas intérêt à ce que ce dossier soit jugé. Pour nous, certes, le parquet, à tout moment, peut exercer le recours. C'est son droit. Nous-mêmes, quand l'arrêt du 25 novembre est intervenu, nous étions dans la logique que le parquet aurait certainement fait le pourvoi. Le pourvoi aurait été notifié et on serait rapidement parti se battre à la Cour suprême pour que ce pourvoi soit examiné. Mais faut-il encore qu'il soit exercé dans les règles de l'art? Que le pourvoi du parquet ne soit pas adressé simplement au chef de greffe sans être notifié aux autres parties. Ça ne nous a pas été notifié pendant que nos clients sont en détention. Maintenant, je termine. Oui. Ce pourvoi, qu'il soit régulier ou irrégulier, hors délai ou dans le délai, il n'en demeure pas moins que c'est un recours. Ce qui nous choque, pourquoi le dossier institué Dixine pour la Cour d'appel n'est pas remonté directement avec le pourvoi du parquet général à la Cour suprême et pendant 60 jours? C'est après 60 jours qu'on s'est rendu compte que le dossier est parti à la Cour suprême sans le pourvoi du parquet général. Les 60 jours-là, c'est devenu cadeau. Mais n'oubliez pas que les gens sont en prison. Ce n'est pas fortuit, ça. Très bien. Alors, maître en tête allez-y, Moussaïro. Vous avez découvert ce qui s'est passé, maître, en pareille circonstance. C'est vrai qu'on vous a vu souvent en train d'organiser des conférences de presse pour rappeler que vos clients ne devraient pas être là où ils sont aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec les explications que nous avons, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour vos clients qui sont à la maison centrale? Est-ce qu'il faut continuer à faire du plaidoyer parce que nous vous sentons prudents sur la question? Évidemment, ils sont derrière les barreaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a eu un dysfonctionnement intolérable. Il est question de liberté. C'est comme vous relevez appel dans un dossier, on envoie le dossier, on laisse la lettre d'appel au greffe. Comment vous expliquez cela? Vous pensez que c'est un dysfonctionnement ou bien c'est quelque chose qui est voulu pour les maintenir en détention? Moi, je maintiens que c'est un dysfonctionnement. Parce que le dossier en lui-même n'est rien sans le recours, parce que c'est le recours qui saisit la Cour. Pourquoi on a laissé le recours dans les tiroirs? Ok, maître. Attendre que le chef de greffe retourne le dossier pour que ce recours soit sorti, mis là-dedans et répartir et pour combien de temps. D'accord. Alors, maître. Nous souhaitons une seule chose. Alors, maître, il y a l'ouverture du procès, c'est ce que vous voulez. Mais on ne va pas quand même passer sous silence ceux qui s'apparentent à un défaut de conséquence de la part des avocats. Il a fallu que le Premier ministre interroge l'appareil judiciaire sur la situation de Fourniquet et des autres pour que nous, journalistes, sachions ce qui est en train de se passer, que l'opinion comprenne ce qui se passe depuis tous ces mois passés de 60 jours. Qu'est-ce qui s'est passé de votre côté? Vous auriez pu savoir que le dossier, en fait, n'avait jamais été transporté à la Cour suprême, maître. Je vous remercie. Nous avons fait une dizaine de déclarations pour dénoncer non seulement le recours en lui-même, c'est un droit, mais il était tardif et il n'a pas été fait dans les normes. Nous l'avons fait. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, vous verrez, là, on fait près d'une dizaine de déclarations, si ce n'est que plus. Nous avons toujours exigé que le dossier soit sorti et jugé. Mais il n'appartient pas à nous. Et puis, je vais vous dire, c'est par voie d'huissier que nous nous sommes rendus compte que le procureur général a fait le pourvoi. C'est nous qui avons envoyé un huissier faire un constat. Parce que nous étions perdus. Quand on vient à Dixine, on n'arrive pas à prendre le dossier, on ne nous dit rien de clair. Nous étions dans la tourmente. Finalement, c'est nous qui avons fait un constat d'huissier. Deuxièmement, vous parlez de politique, s'il vous plaît.
Épargnez-moi de ce volet. On ne parle pas de politique. Voilà. Personne n'a parlé politique. Ici, Personne n'a parlé de politique. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure ce pouvoir, qu'il soit régulier ou pas. Ceux qui sont en détention ne sont pas des acteurs politiques. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, puisque maintenant on va remettre un peu la lettre de pouvoir dans les dossiers, ça veut dire qu'on est allé pour 2 mois encore, maître. Ça veut dire qu'on est allé encore pour 2 mois. Même ce matin, nous avons adressé un courrier au premier président de la Cour suprême. Le courrier va arriver dans moins d'1 heure pour demander la réduction des délais. Parce qu'en réalité, il y a d'autres dossiers qui... Nous l'avons même dit dans nos déclarations. Nous étions surpris. Il y a des dossiers qui arrivent à la Cour suprême en un temps record, qui sont traités, et puis voilà, les justiciables sont situés. Pour ces dossiers, depuis 60 jours, plus de 60 jours, des dossiers au greffe. Nous avons démarché, on a écrit, on a tout fait. Finalement, je pense que c'est au cours d'une de nos sorties qu'il y a eu une réunion laconique et le greffe nous a appelé pour nous dire est-ce que vous avez déposé les mémoires? Nous avons dit mais le mémoire est là-bas depuis le 26, nous on a déposé les mémoires. Après le dossier est revenu et c'est remonté. Bref, nous souhaitons une seule chose, c'est que la Cour suprême tranche rapidement. Comme c'est un recours qui est fait, que la Cour suprême l'examine rapidement et puis qu'elle dise le droit. Nous ne demandons pas que le pouvoir soit rejeté ou cassé, mais que le recours soit examiné. C'est ce que nous demandons, comme ça a été le cas devant la Cour d'appel, la Chambre de contrôle de l'instruction. Très bien. Mais ce que nous regrettons, c'est le fait que le pouvoir du parquet ne nous soit pas notifié, ne s'est pas été notifié, très bien. Que le dossier reste dans les tiroirs, et puis que le dossier tourne en rond, vraiment. C'est pas parce que c'est politiquement, tous les Guinéens, je crois, qui sont privés de leur liberté. On ne doit pas traiter le dossier de cette façon. Très bien. Maître Salifou Béavogui, avocat de Fonike Mengué. Et voilà, vous intervenez justement sur ces retards dans l'ouverture du procès de vos clients. Mohamed Mara, la dernière question. Bon, je ne sais pas si elle est à propos maintenant, mais maître, est-ce que de votre mémoire d'avocat, vous avez déjà assisté à une contestation aussi violente du principe même d'indivisibilité du parquet? C'est quand même un avocat général qui a émis un avis, suivi également par le doyen des juges d'instruction. Et derrière, le parquet fait savoir qu'il ne va pas, comment on appelle ça, il ne va pas se pourvoir en cassation. Mais sauf qu'aujourd'hui, le même parquet, donc cette fois-ci par le procureur général, dit non, on va en cassation. Est-ce que c'est quelque chose qui a l'habitude d'être observé dans nos cours et tribunaux? Allez-y, maître. Alors, que Dieu soit loué. Vous vous rappellerez du dossier de l'activiste, son nom m'échappe là. Et au temps de la contestation contre le 3e mandat controversé et contesté là, il y avait eu plusieurs arrestations. Je ne sais pas si c'est Cheikh ou qui. Devant la chambre de l'instruction. Bon, excusez-moi de le citer, de parler de lui. Lui, il avait été libéré ici par la chambre de contrôle de l'instruction sous la base de l'article 291, je pense, oui. 291 du Code de procédure pénale, encore, voilà, par la chambre de contrôle de l'instruction. C'est un recours, c'est une procédure particulière que le collectif avait empruntée. D'ailleurs, à M. Antoine Lama, que je salue de passage, nous avons foncé et puis la chambre de contrôle de l'instruction a ordonné sa remise immédiate en liberté. Et c'est une décision qui est sans recours, c'est la loi qui le dit. Quand le juge d'instruction place en détention, vous faites appel. Parallèlement, vous sollicitez la remise en liberté et vous l'obtenez, c'est sans recours. Mais ici, en Guinée, le parquet général d'antan avait fait le pourvoi en cassation, mais c'est une décision qui est insusceptible de tout recours, c'est la loi qui le dit. Chepia est resté en prison 6 mois après. Il a fallu attendre que son procès soit organisé au tribunal de première instance pour qu'il soit condamné au tamis. C'est un prévenu qui avait comparu en principe, qui ne devait pas être en détention. Donc,
Des cas comme ça, c'est récurrent. Vous savez, la nature de M. Sylla est particulière. C'est pourquoi nous nous demandons qui ne veut pas qu'il soit en liberté, qui ne veut pas que le procès ait lieu. Très bonne question. C'est un cas de corps. Et par la suite, quand il y a eu changement à la tête du ministère de la Justice, nous étions très contents. Le nouveau ministre, on l'a rencontré pour ce dossier. Il nous a tout bonnement dit, maître, je suis convaincu que ce n'est pas une décision susceptible de recours. Mais maintenant que le recours est fait, allez-y discuter de cela devant la Cour suprême. Ce recours n'a jamais été examiné, tranché. Nous, on a continué à se battre devant les juridictions de fond. Finalement, Sékou a été libéré après 5 ou 6 mois. C'est de l'injustice. C'est inacceptable. C'est le même code que nous avons, les mêmes articles que nous manipulons. Quand la loi dit arrêtez-vous, il faut vous arrêter. Quand la loi dit continuez, vous continuez. Mais ici, c'est tout à fait le contraire. Ces recours-là, non, au conscience, c'est juste une façon de pérenniser leur emprisonnement, comme s'ils étaient déjà jugés, déclarés coupables, condamnés. Il faut les maintenir en lieu sûr, et puis voilà. Ainsi va la vie. Très bien. C'est douloureux pour nous en tant qu'avocats et sentinelles de l'État. Très bien. Maître Salifou Beavogui, très en colère sur ce sujet. On va terminer avec cette question de Moussa Yero. Oui, mais après près de 9 mois maintenant, comment se portent-ils aujourd'hui? Quel est leur état d'âme par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre? Leur état de santé, maître? Vous oubliez le cas de Billo. Billo aussi, ça fait 4 mois, il est là-bas. Il a été arrêté avec violence et une interpellation musclée. Ça fait 4 mois. Le dossier ne bouge pas, pratiquement. Donc, je ne sais pas encore à quel moment son cas va être examiné. Deuxièmement, tout récemment, je les ai rencontrés. Bon, ils tiennent, ils résistent. Mais en réalité, ça ne va pas. Ils sont malades. Ils sont tous malades. Et vraiment, leur état de santé n'est pas au beau fixe. Sincèrement, mais ils s'efforcent. Parce que, n'ayant pas d'autre solution, ils s'en remettent au destin et puis à la justice. Sinon, ils sont malades. À leur sortie, si nous avons la chance qu'ils soient libérés le plus rapidement possible, il va falloir qu'ils suivent des traitements. Non, mais personne ne souhaite cette situation-là, même à son pire ennemi. Merci, maître Salifou Beavogui. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin sur le cas Billo, sur le cas Fonike, sur le cas Sékou Yaya et Ibrahim Diallo. On espère que la vérité finira par triompher. Merci encore une fois. Nous marquons cette virgule et on revient derrière. La peau du FNDC à tout prix. Fonike Mangué, Ibrahim Diallo, Sékou Yaya Bari, Billoba, les sacrifiés. Malgré ce que la loi dit, malgré ce que la loi prévoit, les enterrer vaille que vaille. Quelle justice, Jacques? Bon, et je me rends compte finalement que le dossier il est complexe et à ce stade, je crois que même les avocats ne peuvent plus grand-chose. Les grandes gueules. Honnêtement, on a fait ce qu'il... On l'a rendu complexe. Non, mais c'est pas lui-même qui devient complexe, c'est par le fait des gens. Justement. Voilà. Donc, je disais donc que les avocats ne peuvent plus grand-chose. Ils vont faire des plaidoyers, faire des communications dans les médias pour se faire entendre, continuer à signaler que ça existe. Mais au fait, on a fait ce qu'il fallait faire. Il y a eu un travail qui a été fait par un parquet. Et donc, jusque-là, on était dans le cadre strictement judiciaire. Et quand on est dans le cadre strictement judiciaire, vous avez... ça, c'est une procédure totalement tricotée, carrément. Vous avez les lois qui sont... On l'a tricoté comme on a voulu. Vous avez les lois qui sont observées. Ouais. Vous savez, moi j'aime souvent dire, on peut encore faire confiance aux magistrats, à certains magistrats. Parce qu'il y en a qui acceptent de faire le travail. Je continue à le croire qu'il y a dans nos tribunaux des magistrats même qui au parquet font... là-bas. Oui. Ils ont bien dit que les charges criminelles doivent être abandonnées. Donc il y a des magistrats qui font leur travail, qui disent nous allons regarder les lois. Quand c'est conforme à la loi, c'est ce que nous appliquons. Quand ce n'est pas conforme, nous rejetons. Il y a donc ces magistrats-là des vertus dans notre pays
contrairement à ce qu'on avait pensé à un moment donné. Parce que cette fois-ci, nous avons la possibilité de voir où il y a des blocages, surtout dans ce dossier-ci. Et il semble que, comme je le rappelais tout à l'heure, que le parquet n'a pas été à l'origine de ce pourvoi qui malheureusement n'en est pas un. Parce que le parquet avait choisi son chemin. C'était de ramener le dossier au tribunal de Dixine pour qu'il soit jugé. Ça, c'est la volonté du parquet. Maintenant, c'est la volonté de qui a finalement amené le dossier à la Cour suprême. Je ne saurais... La volonté politique. Je ne saurais pointer du doigt... Oui, parce que Jacques, il faut le dire, le parquet, c'est jusqu'au procureur général. Mais ce n'est que la volonté d'un politique, notamment d'un ministre ou du plus haut niveau. Il n'y a pas d'autre option. Oui, alors... Il n'y a pas d'autre possibilité, à mon sens. Donc moi, je précise que le travail judiciaire est terminé. Je crois que c'est terminé. Le reste, là, maintenant, on va observer le jour qu'ils décideront finalement que sur le plan politique, que ça soit traité. Et finalement, on en a voulu au Premier ministre pour rien. Les grandes gueules. Rien du tout. Parce que le travail judiciaire, il est terminé. On se rend compte à travers tout ce qu'on est en train de commenter qu'il est terminé. Et ce qui me dérange, c'est que... Et quand ça revient le tout politique, vous voulez que ce soit un procureur qui gère ça ou bien le ministre de la Justice qui gère ça? C'est celui qui s'occupe du dialogue qui gère ça. Avant de te reprendre la parole, c'est lui en principe. Nous ne sommes plus dans le cadre de la loi. Vous avez 10 mois, même s'ils avaient été condamnés, on l'a écouté, ça allait être autour de 6 mois. Donc aujourd'hui, ils ont purgé leur peine. Ils ont purgé leur peine, encore on a rajouté 4 mois. Je pense que ce qui est en train de se passer, il a dit que le pouvoir soit régulier ou non, on est encore parti pour 2 mois. Ce qui me gêne. Toutefois les doléances ne passent pas. Ce qui me gêne. Maintenant, si on écarte l'intervention du Premier ministre, si on n'écoute pas. Maintenant, aujourd'hui, c'est d'écouter. On entend des communications, notamment du ministre Charles Wright. Parce que c'est son ombre qui plane sur ce dossier. Il faut le dire. Mais Jacques, mais Guiba, je n'ai entendu aucun mot d'excuse. On s'est fourvoyé à ce point. L'institution judiciaire n'est que dans la menace. On ne parle pas aux victimes. C'est inapproprié tout ça. Mais si on s'est fourvoyé et qu'on continue à maintenir les gens en détention, vous pensez qu'on s'est fourvoyé ou bien on a fait exprès de les maintenir là? Justement. Très bonne remarque. Très bonne remarque. Si on s'était fourvoyé, on aurait pris la bonne décision. Mais si on continue à les maintenir en détention, c'est que c'est fait exprès. C'est pourquoi je parlais du dilatoire, parce que tout est fait pour maintenir des gens en détention. Vous avez vu un peu le ping-pong entre les différentes juridictions, l'instance et puis le dilatoire peut être légal. Oui, mais ça c'est rien du tout. C'est de la méchanceté là. Une personne qui est tapie quelque part, qui tient le haut du pavé, qui se dit j'ai un pouvoir, j'ai la force aujourd'hui. Ce n'est plus du dilatoire, on est dans de la méchanceté humaine. De maintenir des gens en détention, c'est que je pense qu'aujourd'hui ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est en train de se passer, la justice normalement vient résoudre un problème d'injustice. Mais si c'est la justice qui encourage, qui crée de l'injustice, ça c'est le monde à l'envers. Mais tout va passer parce que rien n'est statique. On dit si la vie d'un homme va de 0 à 100, la vie d'un peuple est infinie. En fait, ce que les gens ignorent, je pense que les gens sont juste amnésiques. Vos actions ne changeront pas le cours de l'histoire. Ce qui est écrit, ce qui doit arriver va arriver, quel que soit ce que vous arrivez à faire. Fonikemenge a fait passer combien de temps en détention sur Alpha Condé? Diadia, tu sais, les actions, ce type d'action même, ça aide. Ça apporte un coup de pouce à la survenue de ce que Dieu prévoit. Personne, oui, justement, ce que vous craignez là, vos actions poussent vers ça. Vers cela. Donc, il faut faire très attention. Moi, je ne comprends pas. Si Dieu vous met quelque part, vous place un peu plus haut, restez à ce niveau-là. Ne vous abaissez pas. Parce que si vous vous abaissez, vous allez vous effondrer par vos propres actions. Vos actions, vous allez en fait concourir à votre propre destruction. Vous faites de l'autodestruction sans vous rendre compte. Et le plus grave, ne sais pas, ces gens-là, quoi qu'on dise, c'est des activistes de la société civile qui se sont battus ici pour qu'on en vienne là où on en est aujourd'hui. Mais que ce soit des gens qui sont venus pour combattre l'injustice, qui continuent à créer de l'injustice vis-à-vis de ses propres personnes, je peux comprendre que la loi s'applique sur eux. Que s'ils ont violé la loi, qu'on les juge, qu'on les condamne. Mais moi, ça a toujours été ma position. Détenus là, injustement, et qu'on nous dise qu'ils ne se sont pas fourvoyés. Si c'était fourvoyé, en fait, on aurait rectifié le tir Tamba. Mais le tir n'est pas en train d'être rectifié là. On continue à les maintenir en détention. On complique la tâche au Premier ministre. Parce que des engagements ont été pris, il y a eu un dialogue qui est en cours.
avec ce qui est en train de se passer, quelle que soit la volonté aussi du Premier ministre. Déjà, on a vu l'autre jour ce courrier de rappel à l'ordre avec un ton à peu près menaçant à l'endroit de la primature. Ce qui se passe aujourd'hui, ça ne va pas faciliter la tâche à la primature dans le cadre du dialogue politique et social. Je pense qu'il faudrait prendre en compte tous les paramètres, toute dimension, tout projet d'une nation qui ne prend pas en compte la dimension sociale et humaine. Ce n'est pas un projet qu'il faut encourager. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait donner la chance au PM qui rencontre les acteurs pour qu'on prenne cette dimension-là en compte. Parce qu'une fois encore, la finalité de tout ça, c'est d'aller vers quand même une nation où on se regarde en fait en face, où en tout cas les esprits convergent vers un objectif commun. Alors Roby, rapidement, nous n'avons plus que 3 minutes. Ma position était toujours celle de dire les manifestations ont été violentes, il fallait qu'il y ait un responsable, mais il ne s'agit pas non plus de dénier aux gens leur droit à un procès équitable. On est en plein dans un procès politique. À un procès même. Parce que pour qu'il soit équitable, au moins un procès, il faut qu'il ait lieu. Il n'y en a pas. En plein dans une histoire politique. Oui, en plein dans une histoire politique. C'est même pas un procès. Hein. Pas seulement. On est dans un tourbillon politique. Pas seulement qu'une histoire politique. Moi, je vois là vraiment une histoire personnelle, à mon avis. Je pense que c'est un problème de Charles dans cette situation de Fonik Mengue et les autres. Au-delà de tout ce qu'on peut regarder, au-delà de tous les commentaires, au-delà de tout le combat que les avocats ont mené. Et pour quel intérêt, franchement? Épuiser toute la procédure à ce niveau. On a quand même entendu beaucoup de témoignages qui concordent vers avec ça. ce que je dis. Mais c'est l'absence de preuves qui fait qu'on n'en parle pas. Les grandes gueules. Mais ce sont des preuves là. On épuise toute la procédure. Le parquet relève de qui? Et on épuise toute la procédure. Et si le FNDC était un gage? Peut-être. Un gage pour sécuriser un fauteuil. C'est possible. Et si c'était la promesse du fauteuil? Allez, tu viens fort. Parce que je vous ai dit ça ici. Vous avez trouvé que j'étais radical. Oui. Je vous ai dit, en fait, parfois, je n'aime pas me retrouver dans cette situation où j'ai raison sur vous. Je vous ai dit très tôt. Je vous ai dit très tôt que ce truc-là, c'est un fonds de commerce. Le FNDC, je vais vous dire la vérité. Ce que je pense de cette histoire. Et aujourd'hui, vous avez des éléments qui le corroborent. Hey, Fonik Mengue et Ibrahim, Billo et autres sont devenus un fonds de commerce. Lorsque quelqu'un arrive à une position jusqu'à obtenir des décrets, je voulais entendre ton avis. En faisant. Je voulais entendre ton avis. Laissons ça. Non, regarde. Je vais revenir à cette question que j'ai soulevée tout à l'heure. Je veux entendre ton avis sur ça, mon cher Mara. Regarde le titre. Aujourd'hui, il y a un bouc émissaire. Le chef de la grève de la cour d'appel va devoir certainement payer. Charles l'a promis. Et il alors va payer. qu'on sait tout ce qui est responsable de ce qui est arrivé. J'espère que lui au moins sera garçon. J'espère que lui au moins ne fera pas comme d'autres magistrats pour abandonner. J'espère que lui au moins ira se défendre. Parce que c'est la technique de M. Charles actuellement. J'attire votre attention sur quelque chose. Il est en train de nommer ses amis, ses cousins, c'est les gens de sa promotion partout. Actuellement, quand quelqu'un est suspendu, il n'attend pas que le CSM se prononce. Il l'enlève directement, il le fait remplacer. Il y a combien de magistrats en ce moment comme ça qui sont dans la nature? Récemment, on parlait d'Israël Kogoumou. Ok, son cas, on apprend, va être très bientôt jugé par le Conseil supérieur de la magistrature. Mais le cas de M. Mohamed Diawara, il a été blanchi, le ministre a été débouté, mais il n'est affecté nulle part. Il est dans la nature. Il est affecté nulle part. Et j'apprends d'ailleurs que pas mal de magistrats aujourd'hui, on a eu cette discussion, vous vous rappelez, des gens de plus en plus disent maintenant qu'ils vont abandonner la Guinée parce que beaucoup d'entre eux ont des opportunités ailleurs dans les institutions internationales, vont abandonner, ils vont partir. Très bien. Tout ça parce que vous avez un homme qui croit qu'il est la justice, qui est capable de tenir tête à son Premier ministre. J'ai lu l'article ici de la charte de la transition. C'est pas lui d'ailleurs. Il est dit que le chef du gouvernement, notamment le Premier ministre, est celui qui veille à l'application des décisions de justice et celui qui est le garant, notamment de respect des règlements et des lois du pays. Écoutez, aujourd'hui, Fonik Mengue, dans cette histoire, on a dans le faux. Je dis ce que je pense.
Vous ne pouvez pas le même jour dire, bon, on n'est pas d'accord, on est d'accord avec le jugement. Renvoyez-les à la TPI, vous envoyez le dossier là-bas avec un soir transmis, et le même jour, vous saisissez la Cour suprême. D'ailleurs, il doit y avoir des poursuites au pénal, parce que ça sent du faux. Désormais, carrément. C'est donc clair. Ils sont des prisonniers aujourd'hui politiques. Des prisonniers politiques, justement. Merci à chacun de vous de votre contribution à cette émission. À vous, auditeurs et auditrices, merci de nous avoir préférés, d'être restés avec nous. Demain, d'autres sujets de la plus grande importance, de grands acteurs. Vous les entendrez. Sani, c'est Abacha, il s'appelle, du Niger. Humoriste. Le grand conteur, oui, humoriste. Il sera avec nous demain en studio. Nous aurons le candidat à la présidentielle, Adama Daiko, et un autre humoriste dont je vais taire le nom. C'est la surprise de demain. Restez en compagnie de nos programmes. Continuez de nous préférer. De toute façon, les meilleurs, c'est ici. C'est ici.